Tout d'abord, je vais me présenter pour que vous ayez une idée de mon parcours médical. J'ai 71 ans cette année, 42 ans de pratique de la médecine. Formé à la faculté de médecine de Paris, je me suis installé comme médecin généraliste dans un quartier très populaire de Paris. Et les circonstances de la vie ont fait que j'ai rencontré, au tout début de mon installation et de ma pratique médicale, deux médecins qui ont joué un rôle capital dans ma vie. Ces deux médecins sont tous les deux en fait des chirurgiens. L'un s'appelle le docteur Valnet, c'est un chirurgien de guerre, c'est-à-dire qu'il a travaillé sous les bombes à réparer le corps des malades. Et c'est ce médecin qui, au début de mon installation, m'a amené à la rencontre avec les plantes médicinales, il y a 42 ans. Alors, après 42 ans de pratique, je peux vous dire que l'usage de la plante médicinale en médecine, c'est une révolution, une vraie révolution. Mais c'est une révolution qui doit être placée au cœur de la science médicale, pas en dehors. Et le deuxième chirurgien qui m'a rencontré, je les ai rencontrés le même jour à Paris, a joué un rôle capital dans ma vie puisqu'il m'a introduit dans un service de cancérologie. Et j'ai pratiqué de la cancérologie avec les plantes médicinales dans un service parisien pendant 7 années. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des médecins généralistes qui voient tous les jours des patients. Et vous savez combien nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, les récidives des maladies, les échappements au traitement, les effets secondaires. Et vous savez que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a une grande crise de la médecine à l'échelle mondiale. Une crise des concepts dans l'approche du vivant et une crise de la thérapeutique dans la façon dont on traite les patients. Donc je voudrais faire une réflexion avec vous pour vous montrer quel est le chemin qui m'a amené à concevoir une médecine personnalisée, une vraie médecine personnalisée. Vous savez que dans la suite des travaux de Pasteur et de l'évolution de la recherche scientifique, toute la médecine s'est engagée dans la voie de l'analyse, toute. On a fait éclater le corps en ses multiples constituants et on a essayé de découvrir l'ultrastructure la plus fine qui soit en mesure d'expliquer la maladie. Cette approche analytique du vivant a donné des résultats. Elle a montré qu'en pathologie infectieuse, il y avait des germes. Lorsqu'il y avait des troubles métaboliques, il pouvait y avoir des anomalies enzymatiques. Lorsqu'il y a des maladies héréditaires, il y avait des phénomènes génétiques qui étaient impliqués. Tout le problème, c'est qu'on est parti dans une telle voie d'analyse qu'on n'est plus capable de faire la synthèse. À tel point que lorsqu'on a découvert les mécanismes génétiques, on s'est dit on va trouver la cause de toutes les maladies. Et puis la réalité est beaucoup plus complexe. On est arrivé à la génomique fonctionnelle, et puis maintenant on bute sur les limites de la réflexion analytique, on essaye de trouver un système intégratif. Pour faire l'intégration, il faut bien sûr d'abord faire l'analyse. Mais l'analyse du symptôme ou l'analyse du trouble doit être replacée dans la réactivité de l'organisme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer la maladie ou l'organe malade en tant que tel, mais on doit le replacer dans ses liens avec les autres organes, les autres fonctions. Donc il va falloir trouver un système conceptuel qui va permettre de faire la synthèse des divers éléments. Cette voie de l'analyse, dans l'approche du vivant, elle a conduit à une thérapeutique extrêmement ponctuelle. On a cru qu'on pouvait donner à tout le monde le même traitement parce qu'on croyait que la maladie relevait toujours de la même cause. Et on a mis au point des molécules très actives, pharmacologiquement très fortes, qui imposaient leur action à l'organisme. Ce choix thérapeutique, il est obligé, bien évidemment, il est obligatoire, bien évidemment, lorsque vous êtes confronté à une maladie hyper aiguë où l'organisme ne peut pas se corriger par lui-même. Le problème, c'est que ces médicaments ne sont pas naturellement des médicaments physiologiques intégrés dans la physiologie du vivant. Donc l'organisme doit digérer l'agression que représente le médicament. Et c'est donc tout le problème des pathologies secondaires, des pathologies réactionnelles ou des autres pathologies induites par le traitement. Donc c'est un des grands problèmes de la médecine moderne, c'est-à-dire qu'on est resté sur le symptôme ou sur le signe sans replacer le signe dans la globalité. Donc il va falloir faire une véritable intégration de la physiologie du vivant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à une pathologie de l'amygdale récidivante et chronique, par exemple, vous devez replacer l'organe dans sa relation avec les autres organes
et la façon dont il est géré par la globalité du métabolisme. Or, l'amygdale, c'est une partie du système de défense réticulo-endothélial. Donc, si vous avez une partie d'un système qui est déficitaire ou en excès, vous devez comprendre pourquoi. Et forcément, vous n'allez pas rester seulement au germe qui est placé sur l'amygdale, mais vous allez, par exemple, commencer à élargir votre vision en essayant de comprendre quels sont les mécanismes de régulation de la congestion de l'organe. Et la physiologie nous apprend qu'un des éléments principaux du système neurovégétatif qui participe à la congestion, c'est le système parasympathique. Donc vous voyez, déjà vous n'êtes plus seulement sur l'amygdale, mais vous êtes sur un système supérieur. Mais si vous allez encore plus loin, et si vous voulez comprendre vraiment la cause de la maladie, à ce moment-là, ce système lui-même, il dépend d'autres systèmes. Et vous savez que dans l'organisme humain, il y a un système qui fait l'intégration du métabolisme, c'est le système endocrine. Et on verra pourquoi la base de la théorie de l'endobiogénie, c'est une théorie à support hormonal. C'est-à-dire que c'est un système qui intègre la globalité, les systèmes et les fonctions. Et quand vous commencez à réfléchir sur chaque individu présent en face de vous, vous vous rendez compte que chacun a une spécificité du fonctionnement de ses organes et de ses fonctions. Et c'est cette spécificité individuelle qui va expliquer la sémiologie des diverses maladies. Par exemple, si vous suivez des malades qui ont des cancers du sein et qui ont le même cancer histologique du sein, et que le cancérologue dit on va le mettre à ce même traitement parce qu'elles ont le même cancer, eh bien vous vous rendez compte que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez une femme qui va guérir avec ce traitement, et l'autre qui va mourir 2 ans ou qui va faire des récidives ou des métastases très vite. C'est donc bien la preuve que l'aspect particulier que prennent dans le domaine des cancers, l'évolution des cancers, est strictement lié à l'organisme en tant qu'organisme spécifique. Ce petit schéma vous montre comment les vivants fonctionnent, ce que c'est qu'un système intégré. Actuellement, nous sommes dans la médecine génétique et dans la médecine génomique, c'est-à-dire qu'on est dans la partie dite la plus ultime du vivant. Et on dit le cancer, c'est lié à une anomalie du gène, donc on va modifier l'état du gène et le cancer va disparaître. Et le grand courant dans lequel toute la médecine moderne est en train de s'engager, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Mais en fait, ce n'est pas de la médecine personnalisée, parce que la médecine personnalisée, c'est quoi? C'est l'intégration du gène dans la cellule, de la cellule dans le tissu, de la tissu dans l'organe, de l'organe dans l'organisme. Et quand on a compris qu'un organisme vivant, c'est une entité globale dans laquelle se développe la vie, et que cette entité est très spécifique et particulière, chacun de nous est unique, et que nous établissons des liens énergétiques entre l'environnement avec l'apport de matériel énergétique qui va être traité par l'organisme, et que cet organisme va traiter les informations et ensuite jeter en dehors les déchets, et que tout est en interrelation permanente à chaque milliseconde. Les cellules ne sont pas indépendantes des tissus, les tissus des organes et l'organe de l'organisme, parce que dans le plan que vous considérez, que ce soit le plan du gène, que ce soit le plan de la cellule ou le plan de l'organe, vous avez obligatoirement des relations multiples dans tous les sens qui vont faire l'intégration. Donc il faut qu'on trouve des clés à la fois sémiologiques et biologiques qui permettront de comprendre comment faire l'intégration. Donc l'endobiogénie, c'est une tentative scientifique d'intégration qui va replacer le rôle du gène dans la réalité du vivant, mais qui ne va pas rester exclusivement au niveau du gène. Parce que quand on a compris que l'être humain, c'est une structure en équilibre permanent et reconstitution permanente, on doit comprendre comment ça fonctionne dans la réalité. Comment on est capable de maintenir en l'état fonctionnel la structure, comment elle peut continuer à fonctionner, et comment cette structure va réagir dans l'adaptation, quel que soit l'agent auquel elle doit s'adapter. Alors, il est évident que lorsque vous avez compris que cette notion de globalité, vous ne pouvez plus vous limiter à une approche exclusivement analytique. Et à ce moment-là, votre acte thérapeutique, il va prendre une autre signification, il faudra mettre en place une autre stratégie. C'est-à-dire qu'on devra déboucher sur une thérapeutique
spécifique, personnalisé, le moins agressif possible. Et dans la majorité des cas, après 40 ans de pratique, ayant traité de tout type de maladies, non seulement moi, mais des médecins de notre réseau, eh bien, je peux vous assurer que les plantes médicinales vont trouver une place capitale dans cette approche. Les plantes médicinales sont des structures d'une telle complexité qu'on ne peut même pas s'imaginer la complexité. Et il y a des relations synergiques entre la physiologie de la plante et la physiologie du vivant, de l'homme. Et la façon dont on doit utiliser la plante pour l'adapter à un individu particulier, ça va supposer un certain nombre de critères. Et des critères qui doivent être de nature scientifique. On n'est pas dans l'illusionnisme, on n'est pas dans le charlatanisme. Donc il y a en réalité 3 étapes dans l'utilisation de la plante, dans la façon dont il faut l'envisager. Il y a l'étape empiriste, c'est les connaissances des grands-mères, et de la tradition. Mais la tradition peut dire tellement de choses qui paraissent incohérentes qu'il n'y a pas la crédibilité scientifique. Et pour autant, c'est le fruit de l'observation qu'il ne faut pas négliger. C'est la première étape à ne pas négliger. Parce que si vous regardez dans toutes les civilisations qui se sont succédées dans le passé, si vous regardez les propriétés qui sont rapportées par une plante, quand il y a une constance de propriétés, vous pouvez être sûr qu'il y a une réalité observée. Mais il y a eu la révolution scientifique en médecine, donc il faut regarder la plante à travers le regard de la science. Et ça, c'est tout le travail de la pharmacognosie et de la pharmacologie des plantes, l'étude de l'activité thérapeutique des plantes. Mais très curieusement, la médecine a rejeté tout ça. Moi, pendant mes études de médecine, il y a maintenant 50 ans, ça fait très loin, on ne parlait pas une seule fois du mot plante. 50 ans plus tard, c'est pareil, on ne parle pas de plantes, ce qui est un crime contre l'humanité. Et donc, on assiste au paradoxe que la médecine a mis au point des médicaments très puissants, très dangereux, et qui ne guérissent pas les malades, ou qui en guérissent peu. Et dans le même temps, on a rejeté complètement l'usage des plantes médicinales, qui est le fondement de toute thérapeutique depuis toujours. Donc, il faut passer maintenant à la 3e étape, qui est l'étape application clinique de la plante médicinale. Et dans une vision qui n'est pas une vision analytique, mais qui est une vision synthétique de l'usage de la plante. Et donc, il faut comprendre que les extraits globaux des plantes médicinales n'agissent pas comme un principe actif isolé de la plante. Alors, ce qui est frappant, c'est que quand on commence à enseigner l'usage nouveau de la plante médicinale à des médecins qui ne la connaissent pas, lorsqu'ils commencent à avoir des résultats, ils ne comprennent pas comment c'est possible. Je peux vous assurer, après 40 ans de pratique quotidienne, en médecine générale et en cancérologie en particulier, les résultats qu'on obtient sont tout à fait étonnants. Et ça, quel que soit le domaine de la pathologie. En sachant que le médicament de synthèse, il a sa place extrêmement précise dans la stratégie thérapeutique. Il n'est pas exclu du système, mais il a une place beaucoup plus restreinte. Et dans le quotidien d'un médecin généraliste comme de médecins spécialistes, disons que dans 90% des cas, vous n'avez pas besoin du remède chimique. Ça, c'est confirmé par des médecins étrangers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Mexique, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, des médecins qui utilisent cette approche de la plante depuis longtemps, tous le confirment. Le problème, c'est que l'enjeu d'une telle approche bouleverse les concepts de la pharmacochimie. Parce que ça va toucher des choses absolument incontournables, qui est le monde de l'argent et le monde des multinationales. Et pour autant, la médecine est en crise et il faut comprendre ce que c'est que cette notion de terrain que la médecine a négligée depuis tant d'années. Donc il faut donner une définition claire et précise du terrain, savoir à quoi ça correspond dans un corps humain. À partir du moment où il y a une unité de fonction dans un organisme, il faut connaître ce qui assure l'unité. Et donc, quel est le véritable gestionnaire de l'équilibre de la vie? Parce que cette notion de terrain, elle est capitale puisque c'est elle qui va permettre d'expliquer toutes les formes cliniques d'une même maladie. Vous avez un cancer du sein et pour autant, il y a 50 formes cliniques de la même maladie. Ben ça, c'est la conséquence de ça, du terrain. Parce qu'il y a bien un système qui, dans l'organisme, assure tous ces éléments dans la fonctionnalité. Parce que l'équilibre, il doit être en permanence maintenu à chaque instant et à tous les niveaux intégrés. Donc ce système capable de faire ça dans le corps humain, il doit contrôler tous ces phénomènes.
et tous les comportements. Parce que s'il ne contrôle pas tous les comportements et tous les systèmes, il n'est pas le vrai gestionnaire. Et donc, devant chaque malade, on va être obligé d'étudier sa physiologie spécifique. Parce qu'il ne peut pas y avoir de médecine sans compréhension de la physiologie propre à l'individu. C'est donc qu'il va falloir faire une sorte de révolution comme la physique a fait au siècle dernier avec la physique relativiste. Il va falloir introduire les notions de dynamique, de réactivité et la relativité. Et cette notion de relativité, elle est très importante. Ça veut dire quoi la relativité? Ça veut dire qu'un signe ne prend sa véritable signification que rapportée à un autre signe. Ce qui veut dire que tout signe a une signification, quelle que soit l'apparence du signe. Par exemple, dans notre pratique quotidienne de médecin généraliste, il y a plusieurs étapes qui sont incontournables. Vous avez un malade qui rentre, il n'y en a pas un qui se comporte de la même façon. Il y en a un qui va rentrer dans votre cabinet timide, comme ça, en marchant discrètement, la tête baissée, puis un autre qui va venir et puis s'assoit à votre place dans le bureau. Est-ce que cela a une signification physiologique? Oui, bien sûr, mais laquelle? La physiologie va nous l'expliquer, cette différence dans le comportement. Celui qui est inhibé, c'est quelqu'un qui a un système parasympathique fort avec un alpha de rétention, puisque c'est le rôle physiologique de ces systèmes. Alors que l'autre, il va avoir un bêta sympathique explosif avec une thyroïde très emballée, sans qu'il soit pathologique. Ça ne veut pas dire qu'il a une maladie de la thyroïde, mais ça veut dire que sa thyroïde fonctionne d'une certaine façon qui n'est pas comme l'autre patient. Sous son aspect aussi, sur par exemple l'implantation des cheveux, ça va vous donner tout de suite une information sur le fonctionnement de la thyroïde et du système androgénique. Donc déjà, rien qu'en voyant rentrer le malade, vous avez des signes que vous devez penser en fonction de ce qu'on a appris en première année de médecine, la physiologie. Ensuite, le malade, il s'assoit, il commence à vous parler. Il vous dit, voilà, j'ai mal à la tête. Si c'est une femme, elle vous dit, j'ai mal à la tête pendant 8 jours avant mes règles. Si vous restez dans une approche analytique symptomatique, vous allez donner un médicament contre le mal de tête et vous serez content. Mais par malchance, 2 mois plus tard, le même malade revient avec le même mal de tête malgré votre traitement. Alors si vous voulez être honnête avec votre malade et essayer vraiment de le guérir, vous allez commencer à réfléchir autrement. Et vous allez commencer à discuter avec lui pour le laisser parler. Seulement en France, c'est interdit, il faut 5 minutes au malade. On ne peut pas parler avec le malade. Donc vous décidez de sortir du système officiel et vous prenez le temps avec le malade. Et vous allez vous rendre compte qu'il va vous raconter une histoire extrêmement complexe avec des détails qui tous ont une signification physiologique. Et c'est l'intégration de ces signes racontés par le malade qui va vous permettre d'affiner le diagnostic. Seulement, il faut que le malade il ait le temps de parler et parfois c'est au bout d'1 heure qu'il va vous dire un signe qui va être la clé du diagnostic. Et par exemple, pour rester dans le cancer, vous voyez des femmes qui ont des cancers qui explosent à certaines périodes de l'année et pas à d'autres. Et vous vous dites, mais pourquoi c'est au mois de septembre, chaque année au mois de septembre, elle fait quelque chose de mauvais par rapport à son cancer? Et puis vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la clé, et pourtant ça existe. Et puis vous la laissez parler. Et tout d'un coup, pendant la conversation, elle vous dit, c'est curieux, chaque année, au mois de septembre, je fais des rêves en couleur. Si vous ne prenez pas du temps avec elle, elle ne vous dira pas qu'elle fait des rêves en couleur. Or, ce petit signe, il a une signification physiologique capitale. Il indique qu'au niveau hypothalamique, il y a une relance de la TRH. Et un des effets de cette TRH, c'est donc de relancer la transformation de la T4 en T3 et d'ouvrir en particulier des récepteurs à la thyroïde et à la prolactine dans le foie. Et donc, vous trouvez là la clé qui va vous permettre de comprendre pourquoi la malade va faire des métastases dans le foie. Seulement, la médecine n'a pas le temps de faire ça. Malheureusement, c'est une médecine à la chaîne. Par exemple, si on prend l'exemple des actes chirurgicaux qu'on ne devrait pas faire dans tous les cas. Par exemple, une femme qui a un fibrome et on dit on va vous enlever votre utérus parce que ça ne sert plus à rien et votre fibrome vous gêne. Or, ce n'est pas anodin d'enlever l'utérus à une femme. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si la femme fait un fibrome plus ou moins important, cela suppose plusieurs mécanismes physiologiques.
Il faut une augmentation de l'activité des estrogènes et des androgènes. Il faut une augmentation de l'activité des facteurs de croissance. Or, si vous enlevez l'utérus, qu'est-ce qui va se passer? Le centre de commande hypophysaire va se rendre compte qu'il y a un vide périphérique. Il n'y a plus les récepteurs qui sont bloqués. Et donc il va y avoir une relance de l'activité hypophysaire qui va ouvrir de nouveaux récepteurs. Et avec mon confrère Durafour, quand on a travaillé en cancérologie, on a regardé les résultats statistiques du service. On s'est rendu compte que les femmes auxquelles on avait enlevé l'utérus, que la raison soit justifiée ou non, ce n'est pas le problème. Eh bien, on s'est rendu compte que les femmes auxquelles on avait enlevé l'utérus avaient 7 fois plus de chances de faire un cancer du sein gauche que du sein droit. Et de la même façon, on s'est rendu compte que cela augmentait le risque de faire un cancer du côlon droit. Pour la raison suivante, c'est que c'est dans le côlon droit que se fait l'absorption des protéines et que ce métabolisme de réabsorption des protéines implique le rôle de la FSH. Or, quand vous avez enlevé l'utérus, vous augmentez le turnover de la FSH par rapport à la périphérie. Le problème, c'est qu'il faut 5 à 7 ans pour que cet effet se manifeste. Et donc, les résultats statistiques, ils sortent des années après que la maladie a été induite par les médecins sans qu'ils le sachent. Donc, si vous voulez, l'usage du médicament de synthèse ou l'usage de la chirurgie dans certains cas doit être toujours repensé sur le long terme et pas sur le court terme. Et que beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies de civilisation, les cancers, les pathologies auto-immunes et tout ça, sont induites par des traitements de synthèse que nous avons mal utilisés. Ce qui veut dire que si on veut que notre médecine, qui a permis des progrès très importants, mais qui bute sur ses limites, si on veut qu'elle fasse un pas en avant, il va falloir qu'on élargisse la vision. Et on doit comprendre qu'on est un système vivant qui a tous ces éléments qui fonctionnent en permanence, et donc qu'on doit respecter le plus possible la physiologie naturelle de l'individu. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que c'est une approche complexe, hein, évidemment, mais la notion de terrain, ça implique obligatoirement le génome, hein, dans son expression fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on doit introduire ce qu'on appelle maintenant l'épigénomique, c'est-à-dire les relations du génome avec l'environnement, en sachant que jusqu'à présent, la médecine n'a pas encore compris le fait que l'épigénomique interne est encore beaucoup plus importante que l'épigénomique externe. Donc ce système gestionnaire qui assure la vie dans notre organisme, il doit répondre à ces critères. Hein. Parce qu'à chaque milliseconde, nous sommes soumis à des agressions de toute nature et on doit les digérer et se reconstituer. Donc on doit aborder toute la notion du métabolisme, puisque c'est le métabolisme qui permet la vie à l'intérieur de notre organisme. Et donc, quand on réfléchit à la façon dont l'être humain réagit par rapport à l'agression et pour se reconstituer, si on part de l'état d'équilibre d'un individu sain, il est confronté à des agressions, hein, qu'elles soient externes ou internes, donc on doit s'adapter, répondre à l'agression. Donc notre organisme, il va mettre en place les moyens de répondre à l'agression. Et c'est des phénomènes qui sont bien connus par la médecine, ces moyens, hein. C'est pas hors de la médecine, bien entendu. Seulement, vous allez comprendre pourquoi c'est le système hormonal qui est la base de la théorie de l'endobiogénie, parce que ces réponses adaptatives qui vont permettre à l'organisme de se restructurer et de faire face à l'agression, ils sont contrôlés par le système endocrinien et neurovégétatif. Si la réponse est bien adaptée à l'agression, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, l'organisme retrouve l'équilibre antérieur. Mais si pour une raison ou pour une autre, ces systèmes tampons ne sont pas capables de faire face à l'agression, alors à ce moment-là, on va quitter la réponse physiologique normale d'adaptation pour aller dans la désadaptation en route vers la maladie. Et donc, pourquoi c'est tellement important d'écouter le malade, de l'examiner attentivement, de le regarder, parce que ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne sa physiologie de base. Alors la médecine préventive, elle va se situer dans la correction des micro-déséquilibres que vous aurez identifiés. Sinon, vous allez tomber dans la physiopathologie, c'est-à-dire l'expression de la maladie. La médecine ne part que dans cette voie, malheureusement. Elle ne fait pas le lien entre la physiopathologie et la physiologie de base.
Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les erreurs d'interprétation. Parce que par exemple, si la désadaptation est un excès de cholestérol, et que vous n'avez pas compris que l'augmentation du cholestérol est une réponse adaptative à un cas particulier, vous allez vous efforcer de faire baisser le cholestérol en oubliant que dans le cas de ce malade, c'est parce qu'il y a un problème hépatique, c'est parce qu'il y a un problème thyroïdien, parce qu'il y a un problème cortico-surrénalien, n'importe quel. Il faut identifier la cause qui se situe dans le déséquilibre de la physiologie normale. Donc, dans la vision endobiogénique des maladies, la maladie, ce n'est que l'expression d'un déséquilibre de la réponse physiologique adaptative face à une nécessité de réponse. Et c'est ce qui permet de comprendre les formes cliniques d'une même maladie, de comprendre pourquoi il y a des maladies qui sont répétitives et faibles, d'autres qui sont fortes, d'autres qui durent longtemps, d'autres qui durent moins longtemps. Et là, c'est la personnalisation. La personnalisation, ce n'est pas le traitement de la tumeur, c'est le traitement du malade avec le traitement de sa tumeur. Je ne dis pas que personnaliser un traitement ciblé sur une tumeur, c'est mal, je n'ai pas dit ça. Hein. Ce n'est pas une attaque contre les traitements personnalisés de la maladie. Hein. Mais quand vous pensez que ces nouvelles thérapeutiques ciblées, en cancérologie par exemple, quand on regarde les résultats statistiques, combien de mois, est-ce que c'est une révolution comme on dit? La médiane de survie en moyenne c'est 2, 3, 4 mois de plus. C'est très peu. C'est très peu. Et c'est très cher. Qui est-ce qui va pouvoir payer les traitements? Il y a des traitements en cancérologie ciblés qui sont à 100 000 € par an pour quelques mois de plus. Par contre, si vous prenez en compte tout l'environnement, c'est-à-dire tout le terrain du malade, vous allez changer beaucoup l'expression des maladies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit que la notion de dynamique, c'était très important. Hein. Rien n'est statique dans le corps humain. Donc il va falloir apprendre à identifier les mouvements des réponses. Et donc apprendre à identifier à tous les niveaux, depuis le niveau de l'organe jusqu'au niveau des liens entre les fonctions et à la globalité. Et pourquoi nous avons retenu, avec Durafour, le système hormonal comme étant le vrai gestionnaire de l'organisme? Parce qu'un vrai gestionnaire, il doit répondre à plusieurs critères. On doit le trouver partout dans le corps, à tous les niveaux, depuis le niveau moléculaire jusqu'au niveau global. Il doit être capable de répondre dans l'instant même. Chaque milliseconde, il fonctionne, ce système. Et il doit contrôler tout à tout niveau, et en particulier, il contrôle le système nerveux et le système de l'immunité. Et donc, en réalité, c'est ce système qui est le vrai gestionnaire de l'équilibre de la vie dans le corps humain. Et ça, c'est possible parce qu'il est organisé lui-même en système qui est capable de s'auto-gérer. Donc, il répond à tous les critères du véritable gestionnaire. D'ailleurs, quand on fait des études d'embryologie embryogénèse et de fétogénèse, on se rend compte que le système hormonal, il est à l'œuvre dès la fécondation, dès la mise en place de l'ouverture du génome. Et alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est la logique de fonctionnement de ce système. Parce que vous allez comprendre lorsque vous avez une usine de fabrication de voitures, par exemple, vous apportez du matériel à la chaîne de fabrication numéro 1, puis ça va à la chaîne numéro 2, numéro 3, numéro 4, et au bout, il y a la voiture qui sort. Parce que si on apporte les morceaux à des moments n'importe quand, il n'y a plus de cohérence dans le système. Or, la médecine, elle a bien identifié les actions des hormones. Il y en a partout, à tous les niveaux, tout le temps. Il y a la thyroïde, il y a la surrénale, il y a le thymus, etc., etc. Or, ces hormones, elles ont des actions contradictoires entre elles. Il y en a qui détruisent, il y en a qui construisent. Alors, comment concevoir que cette usine qu'est le corps humain, elle va fonctionner selon un ordre extrêmement précis et rigoureux? Eh bien, la théorie de l'endobiogénie propose des règles extrêmement précises de fonctionnement de ce système. Les 4 axes hormonaux sont parfaitement connus par la médecine. Je vais vous les mettre.
Et ce sont des axes qui vont assurer à la fois la destruction et la reconstruction après l'agression. Si alors, les ordres viennent du système central qui vont cibler à la périphérie les hormones qui vont être libérées dans le sang et qui vont aller partout et faire leurs actions. Bon, comment est-ce qu'on peut faire l'intégration de la biologie? On part de ce qui est dans le sang circulant. Globules rouges, globules blancs, par exemple. Et donc, on regarde ce que la physiologie scientifique nous apprend sur les globules rouges et les globules blancs. Et dans tous les livres de physiologie, on sait que les globules rouges sont sous la dépendance des androgènes et les globules blancs sous la dépendance des estrogènes. Donc, si vous faites une division, un ratio entre les globules rouges et les globules blancs, ça va vous donner une idée de la façon dont, en amont, les androgènes fonctionnent par rapport aux estrogènes. Donc, par ce premier algorithme, vous définissez une fonction et vous faites d'autres fonctions à partir des éléments qui sont dans le sang circulant basés sur la physiologie moderne. Et alors, vous allez avoir apparaître une foule de nouveaux chiffres qui ont une signification qu'il va falloir comprendre. Et ça, c'est la biologie des fonctions. C'est-à-dire, vous partez de ce qui est dans le sang circulant, mais vous regardez en amont. Vous avez donc devant vous le même individu, mais vous ne le voyez pas de la même façon. C'est-à-dire que la profondeur de champ, vous ouvrez le champ de vision. Et vous ne voyez plus la même réalité. C'est la même réalité, mais elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus subtile. Donc, elle vous dresse un grand tableau spécifique de l'individu. Et à ce moment-là, vous allez faire de la vraie médecine préventive. La prévention, ce n'est pas traiter le malade quand la maladie apparaît, au début de la maladie, mais c'est bien en amont. Peut-être grossir un petit peu. Et alors vous voyez ici, à partir d'une prise de sang très simple, on obtient une foule d'index qui vont vous montrer comment fonctionnent les axes et vous verrez qu'il n'y a pas un malade qui se ressemble. Pas un. C'est impossible. Et là, vous voyez, par exemple, c'est une malade qui a un cancer du sein. Elle a attrapé le cancer. Elle a déclenché un cancer du sein à 82 ans et elle est morte à 88 ans. Vous voyez tout de suite qu'elle est en hypercatabolisme, donc en phase très avancée, avec un cortisol d'adaptation qui va bloquer l'immunité. Vous voyez que sa sérotonine périphérique est extrêmement élevée, ce qui veut dire qu'elle est dans une dépression ultime. Vous voyez que l'activité permissive de sa surrénale est effondrée. Vous voyez que, bien qu'elle ait 88 ans à cette époque-là de sa vie, elle a 88 ans, elle a des estrogènes extrêmement actifs. Or, l'un des rôles capitaux des estrogènes, c'est de stimuler la duplication de l'ADN. Donc, vous voyez qu'elle est en pleine explosion de sa maladie, qu'elle nourrit sa maladie par ses estrogènes, que sa thyroïde fonctionne 3 fois plus que la normale, c'est-à-dire que l'accélérateur est au plancher, que son activité immunitaire de type interleukine est effondrée, vraiment il n'y a plus d'immunité. Vous voyez que les facteurs de croissance intracellulaires sont extrêmement actifs, que les antifacteurs de croissance sont effondrés, que l'insuline est 3 fois au-dessus de la norme, donc elle fait rentrer le sucre dans les cellules cancéreuses, et qu'elle n'a plus aucune résistance à l'insuline. Donc même si vous ne connaissez pas la personne, vous pouvez être sûr qu'elle est à quelques jours de sa mort. Le problème, c'est que les cancérologues ne connaissent pas le système. Moi, je suis à Paris, je travaille depuis 40 ans à Paris, j'ai des relations avec l'Institut Gustave Roussy, Villejuif, les grands centres de cancérologie. Mais quand on leur envoie des feuilles comme ça, ils ne les regardent même pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas connaître. C'est dramatique pour les malades. Or, c'est une simple prise de sang, c'est pas autre chose qu'un examen de sang, classique, au départ. Et on pourrait très bien faire dans les hôpitaux en Lituanie, sur 2 séries de malades, cancer du sein et femmes normales, et on verrait tout de suite tous les déséquilibres qui sont derrière la maladie du cancer. Donc nous sommes ouverts à toute collaboration, c'est pour ça que nous avons décidé il y a 20 ans d'expliquer aux médecins l'importance d'une vision globale endobiogénique. Il est évident que c'est une formation qui prend un peu de temps. Je pense qu'on pourrait la synthétiser sur une année de formation. Parce qu'il faut repenser tous les domaines de la médecine à travers la vision synthétique. Mais ça n'enlève rien à la vision analytique. Ce n'est pas un combat contre la vision analytique du tout. Alors après, il est évident que pour traiter tous ces déséquilibres,
La plante médicinale va jouer un rôle capital. Mais ça, il faudrait une journée entière de conférences pour vous expliquer. Voilà, mais on a une équipe d'enseignants, on pourrait venir tous les 2 mois faire des séminaires de quelques jours réguliers pendant 1 an jusqu'à ce que les médecins lituaniens soient formés. Voilà, donc je vais clore mon intervention. Je vous remercie de votre écoute qui a été très très attentive et je suis content d'être parmi vous cet après-midi. Merci.